Bien, alors bonjour, je m'appelle Michèle Courteau. Je suis présidente de la Légion royale canadienne filiale 117 Général LR Laflèche à Sorel-Tracy. Qu'est-ce qui m'a amenée à devenir présidente de la Légion? C'est un concours de circonstances. Vraiment, moi, je suis une fille de militaire. Mon père était dans l'aviation. Je suis née en 1971 à Chibougamau, qui était une base militaire à l'époque, une base d'aviation, une base de radar militaire. Mon père était technicien de radar aérien. Et c'était le début de ma vie là-bas, Chibougamau, le début de ma vie de fille de militaire. Euh, on était tous des enfants de militaires. On habitait là-bas, sur la base, dans les logements qu'on appelait les PMQ. Demandez-moi pas en français qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Euh, une enfance, des premiers souvenirs très heureux de Chibougamau. Euh, de la forêt immense, on était en plein milieu du bois. Moi, j'avais jamais vu d'arbres à feuilles avant de réaliser qu'il y en avait, parce que là-bas, c'est seulement du conifère qu'il y a, parce que les feuillus ne survivent pas là-bas. Il fait trop froid en période hivernale. Euh, Se promener tard le soir, plus tard que dans le sud du Québec, parce que le soleil se couche beaucoup plus tard là-bas. Ah ouais. Oui, il fait clair jusqu'à vers 21h30, 22h. Des souvenirs d'avoir vu des aurores boréales aussi, à quelques reprises. Alors ça, c'était mes premiers souvenirs. Euh, Aller se baigner aussi au lac Gilman, qui était le lac central en plein milieu de la ville de Chibougamau. Et vous dire qu'on se baignait avec de l'eau à 68 degrés, 70 degrés maximum, c'était fréquent. On avait beaucoup de plaisir. Tout le monde sortait de l'eau bleu, mais ça faisait partie de notre vie. Les enfants de militaires, c'était nos parents qui avaient des grades. C'était pas nous. Alors nous, on jouait... parce que je vais faire le comparatif avec des enfants de civils, entre guillemets. Les enfants de civils, des fois, ils vont dire « Ah, moi, mon père, il travaille à telle usine, il fait tel métier, mon père est plus fort que le tien, mon père est meilleur que le tien, mon père gagne plus cher que le tien, blablabla et compagnie. » Les enfants de militaires, ben moi, j'ai pas vécu ça, ce rapport-là. Moi, je jouais avec des filles de major, avec des enfants de soldats. Ça n'avait aucune importance pour nous, vraiment aucune importance. Francophone, anglophone, ça n'avait pas d'importance. On s'en allait au parc, on s'en allait dans le carré de sable, à la piscine. Ça n'avait aucune importance quel était le grade et le métier de nos parents. C'est ça qui est étonnant, parce que entre enfants francophones, anglophones, on s'entend bien. Au niveau militaire, à cette époque-là, anglophone, francophone, c'était plus difficile. Pas au niveau des enfants. Oui. Puis on jouait pareil ensemble. Là. Des fois, on ne se comprenait pas du tout. Moi, ma meilleure amie à Chibougamau, elle avait le même âge que moi. Elle habitait dans le PMQ à côté de celui de mes parents. Elle était unilingue anglophone. Elle disait quelques mots de français seulement. Moi, quelques mots d'anglais seulement. Puis on passait des après-midi à jouer ensemble. Comme quoi, ça ne pose pas de problème. Ça posait pas de problème. Pas du tout. Fait que moi, vivre dans un milieu mi-français, mi-anglais, ça fait partie de moi depuis que je suis toute petite. Ben voilà. C'est ma réalité depuis toujours. C'est ça le Canada. Oui, exactement. Fait que moi, vous m'entendrez jamais parler contre les anglophones ou contre les francophones. Jamais. Jamais. On apprend à se débrouiller avec ça, puis c'est une belle richesse culturelle aussi. Rencontrer des gens de d'autres pays également. Tu sais, veux pas, y a des militaires des fois qui viennent en formation, qui viennent de d'autres pays. On les côtoyait par la bande aussi, ces gens-là, via nos parents. Fait que c'est une ouverture sur les cultures différentes également. Fait que c'est très enrichissant. Tout à fait. Tout à fait. Tu sais, puis un autre souvenir que j'ai de Chibougamau, bon, alors il y a énormément de moustiques et de mouches noires, de brûlots, de maringouins.
appelez-les comme vous voulez, à Chibougamau, dans le nord du Québec. Alors le soir, pour permettre aux gens de veiller un peu dehors sans se faire bouffer littéralement par les moustiques, ils brûlaient, c'est un tracteur de la base militaire qui passait avec du DEET pur, qui brûlait, et on appelait ça la machine à boucan. Puis on voyait plus rien, là, tellement le nuage était intense. Puis les enfants, nous, on avait un fun noir, là, on courait en arrière de ça. Mais on se faisait pas manger par les maringouins. Tu sais, fait que bon, c'est hautement cancérigène, on le sait maintenant, mais à l'époque, on le voyait pas de cette façon-là. Nous, ça nous permettait d'aller jouer à l'extérieur sans se mettre des bonnilons sur la tête parce que le bonnilon protège contre les piqûres de maringouins. Fait qu'on quand on avait un bonnilon sur la tête ou sur les bras, on avait tout l'air d'une gang de cambrioleurs, tu sais. Mais on était tous pareils. Fait que, tu sais, fait qu'on avait du plaisir à travers tout ça. Vraiment. Tu sais, puis une autre réalité aussi de grandir dans le nord du Québec, bien, c'est les feux de forêt. Fait que moi, je suis née l'année du gros incendie de 1971. Moi, j'ai aucun souvenir de cet incendie-là directement. Mais mes parents m'en ont parlé beaucoup, beaucoup de ce feu-là qui était très, très, très intense pour la région de Chibougamau. À l'époque, bien, mon père il était pas capable de sortir du radar qui était au Mont-Bourbeau parce qu'il était encerclé par le feu. Ah oui. Oui, il était là. Il ne pouvait pas partir de la station radar. La ville de Chibougamau, pas juste la base militaire, mais la ville au complet était encerclée par le feu. Les gens ne pouvaient pas sortir de la ville nécessairement, ni par terre, ni par air. Les hélicoptères ne se rendaient pas. Il y avait trop de fumée. La visibilité était nulle, à ce qu'on m'a raconté. Et les gens avaient peur parce que tu dis, ben on est pris là. On va mourir parce que le feu encercle la ville, puis on peut pas se sauver, on ne peut pas partir de là. Puis, c'est un prêtre de la base militaire, Jean-Claude Gilbert, qui est toujours en vie, il a dans les 80 ans. C'était un ami de mes parents. Faut être croyant dans la vie, je crois, à certaines choses. Monsieur Gilbert a fait le tour de la ville avec de l'eau bénite. Et il a fait des prières et il a mentionné « le feu ne passera pas ». Et l'incendie s'est arrêté au niveau des tranchées qui entouraient la ville. Oui. Oui, je pense que ça l'a marqué beaucoup, beaucoup de gens, cet événement-là. Moi, je suis née en juin, puis ça, c'était à la mi-juin, ça, c'était fin mai, début juin, cet incendie-là. Mon père m'a toujours appelé son caractère de feu. Il dit, toi, t'es né après un incendie, fait qu'il dit, cherche pas d'où tu prends ton caractère de feu. Ça a toujours été un petit running gag entre mon père et moi. Incendie de forêt, je m'en rappelle de un, j'avais 4 ans. C'était avant qu'on quitte, là, qu'on change de base militaire. Puis l'odeur d'un feu de forêt, c'est une odeur qui est caractéristique. La fumée, la noirceur en plein jour. À ce point-là? Oui, vraiment. Le ciel, là, vraiment, là, très, 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 très assombri. Qu'on ne voit pas le soleil au travers. On sait qu'il est là, mais que le ciel est comme teinté brun, orangé. L'odeur, les cendres. C'est une odeur qui ne s'oublie pas. Même après plusieurs années. Il y a quelques années, il y a eu des feux là, sur la Rive-Nord, là, dans les réserves amérindiennes ici. Puis on est quand même loin. Puis là, j'étais feu de forêt. Oui, puis mon fils me disait, il dit, maman, ça sent rien. Je dis oui, ça sent le feu de forêt. Fait que c'est quelque chose qui... C'est étonnant parce que c'était vraiment en tant qu'enfant, bébé oui. même. J'avais 4 ans. Ouais. Oui, j'avais 4 ans. Et c'est une odeur qui ne s'oublie pas. Ah oui. Oui, vraiment. Fait que puis on allait jouer quand même à l'extérieur. Là, tu peux pas laisser des enfants enfermés dans la maison, sauf s'il y a un danger imminent. Mais on allait jouer pareil dehors, puis il y a un feu de forêt,
C'était comme, c'est un événement anodin, ça va passer, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier. On n'a pas eu d'ordre d'évacuation, on est là, on s'amuse, on a du plaisir. Voilà. Oui, pourquoi pas. Mais c'est une vue d'enfant. Oui, L'adulte, il n'a pas la même. l'adulte n'a pas la même référence face Ouais. à un feu de forêt, mais en tant qu'enfant, tu sais, puis il nous le disait, ben allez pas proche de la forêt. Tu sais, moi, le PMQ où on habitait était tout près des tranchées. Fait que ça, on était vraiment très, très près de la forêt. Puis il nous disait, ben allez pas dans la forêt, dépassez pas la tranchée. Ben, tu sais, fait qu'on savait que de l'autre côté, ben c'était quelque chose qui était dangereux. Fait qu'on y allait pas. Non. C'était comme interdit, on n'allait pas là. Mais Ouais, c'est... il vaut mieux. Oui, mais c'est ça, tu sais, ça fait partie des souvenirs de ma vie à Chibougamau. Mon père avait de la famille là-bas, des cousins. Alors, des parties de famille, côté civil, parce que c'était des civils, une grosse famille, c'était des chasseurs d'orignal. Mon père allait à la chasse, il allait à la pêche avec eux. J'ai appris à pêcher là-bas, j'étais tout petite. J'ai mangé de la viande sauvage, je crois, avant de manger du bœuf haché. Ah ouais. Oui, oui, vraiment. Puis c'est des bons souvenirs aussi, Ouais, là, jouer dehors en hiver à moins 35, moins 40. Mais le froid de là-bas, c'est pas le même froid qu'ici. Là-bas, c'est un froid qui est sec, qui n'a pas d'humidité. Ici, il fait moins 15, puis on a l'impression qu'il fait moins 50. Mais là-bas, c'est un froid qui est sec. On passait nos journées à jouer dehors, à se creuser des tunnels dans la neige. La neige, là, elle atteignait des fois la hauteur des toits des PMQ, qui était juste à un étage, là. Et je me rappelle, avec ma sœur, puis des plus vieux que moi aussi, qu'on courait sur les toits de maison. Ah ouais. Oui, on changeait de maison par les bancs de neige. Il y en avait qui faisaient des glissades à partir du toit de la maison jusqu'en bas. Des tunnels. On rentrait les chiens dans les tunnels avec nous. On se faisait... souvent, c'est les parents qui nous aidaient aussi à faire ça, mais comme des igloos dans les bancs de neige. Puis on passait nos journées là-dedans, là, à jouer. C'est pas si vieux, mais ça fait une autre époque quand même. Oui, oh oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, là. Tu sais, des gros habits de neige, des grosses bottes, puis on jouait dehors, là. C'est complètement différent, tu sais. Puis quand je dis ça à des gens, ils disent, ben voyons donc, il ne peut pas avoir autant de neige que ça Oui, oui, ça se peut. J'ai des photos de ça. De la neige, puis, tu sais, on passait nos journées à jouer dans les tunnels de neige. Puis la neige est durcie, donc risque d'effondrement très peu. Tout ça entre enfants de militaires. Tout ça entre enfants de militaires, c'est sur la base militaire, oui. Des plus jeunes, des plus petits, des plus vieux. Tout le monde joue ensemble, tout le monde s'occupe des enfants des autres, puis tout ça. Puis beaucoup, beaucoup de fraternité entre les enfants, autant qu'envers les parents aussi. Ah ouais. Tu sais, moi, je me rappelle qu'il y avait les deux voisines de chaque côté de notre PMQ, qu'ils nous ont gardés autant moi que ma sœur. Parce que, bon, ma mère travaillait à l'extérieur, mon père travaillait aussi. Alors, quand ils nous disaient, bon, ben, tu t'en vas te faire garder chez Mme Viau, ils ne venaient même pas nous reconduire. C'était comme, OK, bye-bye. On s'en allait chez Mme Viau. Ah, tu sais, on va souper chez Mme Houle. Ah, OK, on s'en va souper chez Mme Houle. Bye-bye. Tu sais, c'était... Ouais. C'était déjà une fraternité Oui. entre enfants de militaires, Oui. un peu comme entre en militaire. Oui, exactement. Ah ouais. Oui, oui, ces liens-là sont présents chez les enfants de militaires. Là. Mais en tout cas, moi, je l'ai vécu. Dès le plus jeune âge, là, on se tient ensemble, on se tient en groupe, on s'aide, on se donne des coups de main, on ne se laisse pas tomber. Ces liens-là continuent à l'école aussi. Ces liens-là continuent aussi pour plusieurs une bonne partie de la vie. Moi, comme ma meilleure amie, on se connaît depuis qu'on a 5 ans. Puis, on s'écrit encore. On s'est connus à Bagotville. Ben, tu sais, c'est... ouais. Oui. Fait, tu sais, c'est des liens qui restent, là, qui sont très, très, très forts, qui sont très présents. Fait, c'est important. Puis ensuite de ça, ben là, moi, quand j'ai eu 4 ans, on a déménagé. Mon père a eu un nouveau posting à Bagotville. En tout et partout, on était pas loin de 15 ans à Chibougamau. Ah ouais. Oui.
Puis, parce que, bon, mon père, comme technicien de radar aérien, il y avait des formations à suivre. Des fois, il fallait qu'il aille sur d'autres bases militaires, sur la Pine Tree Line ou la Doux Line ou Alert et compagnie. Il fallait qu'il aille ailleurs. Puis, mon père a toujours fait passer femme et enfants avant. Il disait, ma femme ne vient pas, mes enfants ne peuvent pas venir, ben j'y vais pas. Ah oui. Oui. Fait que, il disait, bon, OK, Courteau, tu n'auras pas ton grade. Pas grave. Fait qu'il a tenu tête longtemps, comme ça. Donc, c'était jamais une séparation Non, longue. très, 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 très peu. Je me rappelle peut-être qu'il partait des fois des 2-3 semaines en formation, mais des longs postings, là, tu sais, qu'il aurait fallu qu'il aille ailleurs pendant plusieurs mois, jamais. Jamais. Fait qu'on a été longtemps à Chibougamau, on a été très privilégiés de ce côté-là. Puis à un moment donné, ils ont dit, ben, vous en allez à Bagotville. Moi, j'avais 4 ans. Puis je me rappelle très, très bien du camion de déménagement qui embarque mes boîtes, mes affaires, que moi, je pars avec ma poupée, mon toutou, puis quelques petits jouets, puis que je vois le reste partir, puis que je me dis, ah, ben on s'en va. Puis moi, ben c'était un deuil, vraiment. Je me rappelle que j'ai pleuré beaucoup, beaucoup quand on a quitté Chibougamau, parce que je me rappelle d'avoir dit à mon père, ben je perds mes amis, je les reverrai jamais, je perds ma maison, je m'en vais à un endroit où je connais pas. Avec le recul, je pense que ces déménagements-là, pas juste pour moi, mais pour possiblement la majorité des enfants de militaires, ça crée du stress et de l'anxiété. À ce moment-là. Je crois que oui. Oui. Parce que veut pas, quand tu es confronté à toujours déménager, à changer d'école, à changer d'amis, c'est très difficile pour la stabilité. Oui, on retrouve une stabilité, mais en même temps, on perd une partie de stabilité aussi. Fait que ça, c'était notre départ de Chibougamau. Cette perte de stabilité du fait qu'on laisse des copains, des copines sur Oui. place, Oui, plus l'habitude qu'on avait oui, de vivre. oui, oui. Les habitudes de vie, tu sais, on sait que ben, tout va changer. Ouais. Tout va changer. Tu sais, on dit tout se crée pour les enfants avant l'âge de 6 ans, mais je pense que oui, qu'il y a des liens, vraiment. Fait que, tu sais, moi, je me rappelle très, très bien, là, tu sais, d'avoir vu le camion partir, puis dans ma tête d'enfant, moi, c'est, ben OK, mes affaires s'en vont, quand est-ce que je vais les retrouver, tu sais, dans ma tête d'enfant de 4 ans. Puis, quand on est arrivé à Bagotville, ben, le PMQ qu'on était censé avoir n'était pas disponible. Finalement, le monsieur qui habitait là avec sa famille avait plus son posting pour l'autre base, donc il restait là. Pas de PMQ disponible. On atterrit dans un motel à Chicoutimi pour au moins un mois, le temps que les Forces armées nous trouvent un autre logement sur la base. Finalement, mon père a acheté une maison roulotte dans le parc de roulotte de Bagotville qui était juste à côté des PMQ. Alors, on a déménagé là après un mois de vie de motel dans un centre-ville. Alors, on arrive dans la nouvelle maison, puis là, la maison n'est pas comme la maison que j'avais à Chibougamau. Les repères sont différents. J'ai plus mes amis. Et là, moi, je demande, ben, est-ce que mon amie Rachel, elle va déménager ici, à Bagotville? Puis là, ben, mon père, il me dit, ah, ben, peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine. Ah, OK. Fait que là, c'est, ben, mon amie Rachel, je la reverrai plus. Je jouais avec elle à tous les jours, avec elle et son frère. Là, je demande, est-ce que mon ami Michel va revenir ici aussi? Non, eux autres sont déménagés en Saskatchewan. Ah oui. Oui. Tu sais, fait que C'est un changement. oui, oui, vraiment. Fait que là, c'est pas d'école tout de suite parce que je suis trop jeune. Il n'y a pas de pré-maternelle à cette époque-là. Alors, là, c'est la gardienne. Alors, la dame qui m'a gardée pendant un an, puis même, elle a continué de me garder par après, Madame Arsenault. Son mari, il était militaire, mais pas dans le même escadron que mon père. Mais je suis devenue amie avec leur fille et leur garçon, Lise et Junior, et je suis toujours en contact avec eux. C'est chouette, ça. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, elle me gardait
à tous les jours, à tous les midis, commencer l'école après, j'allais manger chez elle. Eux, c'était des gens qui venaient du Nouveau-Brunswick, alors manger du crabe, du homard, des pétoncles, c'est quelque chose que j'ai mangé. J'étais toute jeune, qu'on ne mangeait pas chez moi. Puis à un moment donné, j'étais arrivée dans un restaurant avec mes parents. C'était vraiment une sortie exceptionnelle dans ce temps-là, aller au restaurant. Puis je dis, ben moi, je veux commander des pétoncles. Puis ma mère, elle me dit, ben tu n'as jamais mangé, on ne paiera pas une assiette de pétoncles. J'ai dit, oui, j'en mange quasiment tous les jours chez Mme Arsenault. Oui. Fait que c'était une partie d'ouverture aussi sur d'autres cultures. Oui. D'autres aliments que normalement on n'aurait pas mangé. Oui, c'est parce que le militaire ou la famille arrive avec sa culture de toutes les régions du Canada. Exactement, exactement. Tu sais, fait que j'ai mangé des choses qui étaient typiquement des mets anglophones. J'étais toute jeune. Des fruits de mer, la même chose. Tu sais, fait que c'est très différent de l'alimentation qu'on avait chez nous qui était franco-canadienne, si on peut dire. Très, très, très différent. Puis Bagotville étant une base différente de Chibougamau aussi. Puis là, j'étais un petit peu plus vieille, fait que j'allais me promener un petit peu plus loin. Fait que là, des fois, ma mère, elle me disait, bah, tu peux aller chez Madame Untel, c'est le 3e PMQ en tournant à gauche à tel endroit. Fait que, tu sais, fait que là, par ricochet, ben là, j'ai rencontré des collègues de travail de ma mère qui travaillaient comme caissière au Canex, des collègues de travail de mon père aussi, puis d'autres enfants. Fait que là, tu sais, on avait plusieurs parcs sur la base militaire. Fait que le matin, c'était ciao-bye, puis on était à quelque part dans un des parcs de la base. Ouais, au revoir. Oui, au revoir, on revient pour dîner, puis on s'en va jouer, là. Tu sais, il n'y avait pas la notion de dangerosité. Ah non, on ne va pas jouer au parc, c'est dangereux, je vais y aller avec toi. Moi, j'ai pas connu ça. Du tout, du tout, du tout, du tout. Puis, tu sais, on explorait la base militaire, là, on se promenait, là. Dans toute la base, ça pose aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. À cette époque-là, il n'y avait pas nécessairement, il n'y avait pas de barrière pour rentrer vraiment sur les bases militaires. Bagotville, la base était séparée en deux, si je peux m'exprimer ainsi. Il y avait la route qui passait donc sur un côté, c'est les PMQ, les résidences, et de l'autre côté, c'est la base militaire. Puis à cette époque-là, ben, on traversait la rue où nous autres, les enfants passaient par le bois par en arrière. Puis, on rentrait sur la base, fait qu'on allait à la piscine, on allait chercher des collations au Canex, on allait au cinéma. Si, exemple, le menu du mess faisait notre affaire, ben là, maman, donne-moi de l'argent, papa, donne-moi de l'argent, ou on mettait ça sur le bill des parents, puis ça finissait là. Ah oui. Puis on allait manger au mess. Ça pose aucun problème. Ça posait... Ils acceptaient les enfants. Oui, oui, ben oui. Puis, tu sais, puis ils nous reconnaissaient, ils savaient qui on était, là. Tu sais, moi, j'arrivais quelque part. Ah, c'est la fille à Lou, parce que mon père s'appelait Lucien. Mm-hmm. Puis, Lucien, en anglais, ça se dit pas. C'est quasi impossible de dire. Fait que toute sa carrière militaire, mon père s'est fait appeler Lou. Et il signait même des papiers Lou Courteau. Fait que qu'il disait, ah, c'est la fille à Lou. Ben, pas de problème, tu sais. Fait qu'on rentrait, on circulait librement sur la base, là, sans problème. Parce qu'une base militaire, c'est quand même pas sécuritaire partout. Non, bien, tu sais, il y avait des endroits qu'on n'allait pas, mais tu sais, comme moi, mon père travaillait au 425, fait que moi, je rentrais dans le bâtiment du 425, comme chez moi, là. Les pilotes me connaissaient, les mécanos me connaissaient. Souvent, il y en a un qui me ramassait, puis il m'emmenait dans le garage en arrière. Tu sais, je me suis assise dans un cockpit de Vaudou régulièrement. Demandez-moi pas les commandes. Mais, tu sais, visuellement, je me rappelle à quoi ça ressemble un cockpit de Vaudou. Ça devait être chouette pour un enfant. Ben oui, tout à fait. Tu sais, fait que écoute, c'est comme, wow, hey, j'étais assis dans un avion. Tu sais, fait que ça fait partie de mes souvenirs aussi de Bagotville. Tu sais, puis me promener partout dans le 425, aller me chercher du jus dans le frigidaire de la cuisinette, bien ça j'ai fait ça. Ma meilleure amie, bien ça, Lise, elle, son père travaillait au 433, qui était un petit peu plus loin que le 425. Fait que quand on avait fini notre tournée au 425, bien là, on s'en allait voir son père au 433. On avait un autre de nos amis que son père travaillait dans la tour de contrôle. Fait qu'on cognait à la porte, il nous ouvrait la porte, puis on rentrait dans la tour de contrôle. Ah ouais. Oui. Fait que, tu sais, fait qu'on a vu des avions décoller live de la tour de contrôle. Ça devait être bien pour une enfant. Ça devait être impressionnant aussi. Oui, c'est très passionnant. Mais tu sais,
sais, des fois, les gens me disent « Ah, mais tu dois savoir comment faire partir un avion. » Non. « Ah, tu dois te rappeler des boutons du contrôle. » Non. Je me rappelle pas de ça. Je me rappelle juste du plaisir de dire « Hey, on est à quelque part. Wow! » Puis, tu sais, c'est juste des beaux moments, c'est juste des moments heureux. Tu sais, c'est vraiment particulier. Tu sais, mon terrain de jeu, moi, c'est un aéroport, là, c'est pas un carré de sable. Ouais. Tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, on passait par le boisé, puis on allait s'asseoir au bout de la piste d'atterrissage. Puis les matins d'exercice, ben on regardait les avions décoller. On était cachés dans le foin, puis les avions nous décollaient au-dessus de la tête. Ce qui n'est pas nécessairement sécuritaire non plus. Non, Il peut arriver effectivement. n'importe quoi. Exactement, tout peut arriver, mais tu sais, c'était comme, ben, hey, on regarde les avions décoller. Tu sais, fait que ça, on faisait ça régulièrement. Puis, à un moment donné, ben c'est ça. Moi, je disais à mon père, ah, papa, il y avait un exercice ce matin, j'ai vu les vaudoux décoller, tout ça. Puis là, il dit, oh non, il ne faut pas s'asseoir au bout de la piste. Puis, quelques mois après, ben, malheureusement, il y a un avion qui s'est crashé. Mais c'est une parmi tant d'autres. Là. Mais, tu sais, fait qu'après ça, on n'allait plus s'asseoir au haut de la piste. On s'installait plus loin, mais comme à l'intérieur de ce qui était comme permis. Ouais. Mais, tu sais, fait que c'est, tu sais, voir les avions décoller, voir les gens sur la piste faire des signaux avec les drapeaux. Go, tu décolles, non, t'attends. Les avions qui reviennent. Les straps qui arrêtent les avions, les parachutes en arrière. Tu sais, j'ai vu ça. Fait, tu sais, fait que quand on voit ça dans des films, ben moi, je l'ai vu en vrai. Ouais. Je l'ai vu en vrai. Fait que, tu sais, fait que pour moi, là, c'est comme, il n'y a rien de plus beau qu'un avion qui décolle. Le son d'un avion, les burners en arrière qui sont allumés, là, pour moi, il n'y a rien de plus beau que ça. Puis, même encore aujourd'hui, des fois, ça arrive qu'il y en a des avions militaires qui survolent la région ici. Puis, dès que j'entends le bruit d'un avion militaire, c'est comme, il est où? Ah, OK, le son est là, il est rendu là-bas. Mon fils trouve ça passionnant. Il dit, maman, il dit, tu l'entends, puis tu sais, elle est où? J'ai dit, oui, parce que, j'ai dit, ton grand-papa me l'a montré. Mais j'ai dit, pour moi, il n'y a rien de plus beau que ça, là. C'est là 2 ans qu'il y a eu un F-18 qui a survolé la région ici pour le grand tour de Pierre-Lavoie. Puis j'ai filmé l'avion, j'étais arrêtée dans le milieu d'un stationnement, le poil sur les bras, les émotions. Oh mon Dieu, oui. Là, j'étais là, je disais, ça me manque tellement ce bruit-là. Fait qu'il y en a que c'est d'autres sortes de bruits. Moi, c'est le bruit d'un avion. C'est tout à fait différent de ce que vivent les enfants de civils. Hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Tu sais, le bruit des sirènes qui partent sur une base militaire pour annoncer un exercice, ben moi, ça faisait partie de mon quotidien aussi. Ouais. Fait que quand on est arrivé dans la vie civile, ben, sont où les sirènes? Je cherchais les sirènes, puis il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qu'ils font, les gens? Pour moi, ça faisait partie de mon quotidien d'entendre la sirène. Il y a des avions qui décollent, il y a quelque chose qui se passe. Ça faisait partie de ma vie. Puis c'était pas stressant, c'est comme, ça suit son cours, c'est une habitude, ça suit son cours. Tu sais, tantôt, je vous disais qu'il y avait un avion qui s'était crashé au bout de la piste. À un moment donné, j'étais à l'école, puis c'était une journée qu'on savait, que tous les enfants le savaient, qui était pour avoir un exercice de vol ce matin-là. C'est fréquent, on n'en fait pas de cas. Puis, à un moment donné, on a entendu un bruit très, très fort. L'école primaire à l'Ouesco n'était pas tellement loin des limites, si on veut dire, de la rue qui séparait, le côté plus militaire de la base. Et là, notre professeur a fermé les rideaux rapidement. Puis là, on se posait des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Puis là, on s'est tous regardés dans la classe. On est tous des enfants de militaires, là. C'est l'école militaire. Puis là, on se disait, ton père était-tu en exercice? Ton père était où aujourd'hui? Qu'est-ce que faisait ton père? Et là, avec le recul, avec l'âge, je me rends compte qu'on était tous en train d'avoir un niveau de stress et d'anxiété qui monte tranquillement parce que, d'un, que le professeur ferme les rideaux, c'était inhabituel. Le bruit qu'on avait entendu, c'était pas un bruit fréquent. Et là, le directeur d'école arrive et dit, il n'y a plus de classe pour aujourd'hui. Ah ouais. Et là, on retourne tous chez nous, ou chez la gardienne, ou peu n'importe. Il n'y a pas de service de garde à l'école à cette époque-là. Et là, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait rien, on est des enfants, on ne nous dit rien, mais
On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fin de journée, et là, on a eu des petites informations, on ne veut pas, tout le long de la journée. Mon père, quand il est arrivé du travail, j'avais jamais vu mon père dans cet état-là. Et tout ce qu'il a dit, il dit, j'ai perdu 2 de mes amis aujourd'hui. Ah, il est mort dans cet accident? Oui, l'avion a décollé et s'est crashé vraiment au bout de la piste, là, très, très peu de temps après le décollage. Le pilote, le copilote n'ont pas eu le temps de s'éjecter. Le 1er décembre 1977, le capitaine Air Robichaud, pilote, et le capitaine Air Borland, navigateur, ont décollé à bord de la CCF 101017 à 1321Z pour un décollage d'urgence en vue d'un exercice aérien de grande envergure à la base de Bagotville. La météo était bonne, visibilité de 8000, vent de surface de 120, 20. Nuages fragmentés à 800, ciel couvert à 2000. La piste en service était dégagée et sèche. Le 017 était le deuxième avion à décoller. Des témoins oculaires ont noté que le train d'atterrissage ne s'est pas rétracté immédiatement. On a vu les aérofreins sortir et l'avion a amorcé un virage à gauche à basse vitesse à environ 250 pieds AGL et s'est cabré. Un virage à gauche en montée s'est transformé en un virage à droite en forte descente. On a vu les 2 postes combustion s'allumer, la verrière a été larguée et un autre objet, probablement un siège, a suivi. L'avion s'est écrasé dans un champ plat et enneigé, à environ 800 mètres de l'extrémité de la piste 29. L'alarme d'écrasement a retenti à 8h22, heure locale. L'équipe de sauvetage était déjà en alerte pour l'exercice de la base ce jour-là. L'hélicoptère est arrivé sur les lieux de l'écrasement vers 8h31, heure locale. Les 2 occupants de l'appareil ont été déclarés morts sur place, vers 8h32, heure locale. Sur les lieux de l'accident, l'avion avait explosé et brûlé à l'impact. La verrière avait été larguée. Il semble que les 2 occupants se soient éjectés et se soient détachés de leur siège, bien que le corps du capitaine Robichaud ait été retrouvé à environ 30 cm de son siège et celui du capitaine Borland à environ 90 cm. Le parachute du pilote semblait complètement déployé, seul l'extracteur du navigateur s'était déployé. À ce jour, tout l'équipement de sécurité semble avoir bien fonctionné. Alors ça, mon père a été très, très, très touché par ça parce que c'est lui qui avait donné l'autorisation de vol. C'était son métier, c'était sa job. Longtemps après, mon père, quand il m'en a reparlé de ça, parce que ça l'a suivi jusqu'à la fin de ses jours, il me disait, je me suis sentie coupable. Il m'a dit ça, il y avait dans les 70 ans passés, là, mon père. Là. Il dit, je me suis sentie coupable longtemps. Il dit d'avoir donné l'autorisation de vol. Et pourtant... Puis il dit, c'était mon travail. Oui. Mais il dit, je me suis sentie coupable. Il dit, j'aurais dû, il dit, savoir qu'il y avait quelque chose qui était pour clocher. Puis là, j'ai dit, papa, j'ai dit, comment tu aurais pu savoir ça? J'ai dit, toi, tu étais ADTech, tu n'étais pas mécanique, là. Il dit non, mais il dit, mon père avait un sentiment, je ne dis pas qu'il y a des faux militaires, mais mon père, il avait vraiment un sentiment très, très fort de devoir et responsabilité. Puis, il dit, j'aurais dû savoir. Il dit, en tant que militaire, il dit, en tant que responsable de l'exercice, qu'il y avait quelque chose qui était pour arriver. Puis là, c'est à force de parler avec mon père, bien, j'ai dit, papa, j'ai dit, tu n'aurais pas pu savoir. J'ai dit, tu as donné l'autorisation. J'ai dit, comme tu n'as donné des centaines d'autres autorisations de vol. Puis, j'ai dit, le destin était là. J'ai dit, ce qui t'a blessé, j'ai dit, c'est le fait d'avoir perdu tes 2 amis. Et là, il s'est mis à pleurer. Puis il m'a dit, c'est vrai. Oui, parce que tu ne pouvais pas savoir que l'avion a un problème. Non, c'est ça. Tu sais, j'ai dit, ton devoir, j'ai dit, tu l'as fait. Oui. J'ai dit, tu as fait ce que tu avais à faire. J'ai dit, c'est d'avoir perdu tes 2 amis. Ça l'a touché beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me rappelle qu'on est allé aux funérailles de ces 2 personnes-là. Et je me rappelle d'avoir vu mon père pleurer. J'ai pas vu mon père pleurer souvent dans sa vie.
Et par après ça, dès qu'il y avait des cérémonies à quelque part pour les militaires, autant comme pour le jour du souvenir ou autre, mon père n'a jamais été capable par la suite d'écouter l'appel aux morts et le réveil. Ah oui, Oui. ça a vraiment marqué ça. Ça l'a vraiment marqué. Et même quelques jours avant son décès, quand mon père nous a dit, bon, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux pas ça. Là, j'ai dit, papa, j'ai dit, tu sais, j'ai dit, moi j'ai demandé une cérémonie spéciale avec la Légion. Ben, j'ai dit, je crois que tu mérites ces honneurs-là. Puis là, il m'a dit, la première chose qu'il m'a dit, il dit, ne faites pas jouer l'appel aux morts et le réveil. Ah, jusque-là? Oui. Il dit, je ne veux plus entendre jamais cette musique. Alors, j'ai promis à mon père, pour les funérailles, que ça ne jouerait pas. J'ai avisé le président de la Légion. Ils dit, on mettra une autre musique. Il dit, il n'y a pas de problème. Ah ouais. C'est vraiment marquant. Oui, vraiment, vraiment. Ça l'a vraiment déstabilisé mon père, là, puis ça a pris des années avant qu'il n'en parle. Ça faisait partie de ses souvenirs qu'il ne voulait pas nécessairement partager, mais qu'en fin de vie, il s'est confié sur beaucoup de choses militaires. Puis il me disait, il dit, ce que je peux raconter, il dit, je vais le raconter. Il dit, ce que je ne peux pas, il dit, ça va partir avec moi. J'ai dit, c'est correct. J'ai dit, ça t'appartient. J'ai dit, il y a des choses que j'ai dit, on n'a pas besoin de savoir. J'ai dit, tu les gardes avec toi.